Jean-Charles est professeur en biologie cellulaire et moléculaire à l'Université catholique de Lille. Il est aussi vice-président innovation dans cette même université. Et il est directeur d'une design school qui s'appelle Hémisphère. Si tu veux en dire plus, voilà, tu le feras. Il va donc nous faire une conférence interactive sur la motivation. À toi, Jean-Charles. Merci. Donc déjà, merci à toutes et à tous. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous pendant le forum et puis pendant le cocktail dînatoire. Donc je m'appelle Jean-Charles Caillet et je vais échanger avec vous pendant une petite heure, et on va se retrouver après pour un atelier sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en cours ou pour les évaluations, par exemple. Donc j'ai utilisé un titre que j'utilise quasiment jamais. Donc c'est un titre qui m'a été proposé par l'équipe de Bordeaux, Les secrets d'un plaisir partagé. Je pense que ça fait des années que je fais des conférences et j'ai jamais eu un titre aussi poétique de toute ma vie. J'ai même eu des titres avec des noms de molécules ou d'enzymes ou de gènes, mais là, merci au moins pour ce titre. Donc on va focaliser, je vais focaliser mon intervention sur pour pas faire quelque chose de trop pédagogique, même s'il y aura de la pédagogie, je vais focaliser mon attention parfois sur les relations entre les étudiants et le prof, parce que ce qui vous intéresse aussi, c'est le plaisir d'enseigner, plaisir d'apprendre. Même si moi je suis plutôt un biologiste, donc la notion de plaisir, je vais l'assimiler à d'autres concepts. Et donc vous verrez, je vais utiliser une illustration. Parce que moi, je ne viens pas des sciences de l'éducation, je viens du monde de la recherche médicale, mais j'enseigne à l'université depuis 35 ans. Mais ça fait seulement 10 ans, parce que pendant 25 ans, j'étais un prof normal, mais ça fait seulement 10 ans que j'utilise des méthodes originales, et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, je vais illustrer avec cette classe, qui est une classe renversée, à ne pas confondre avec la classe inversée, même si il y a je dirais, c'est une cousine, mais elle a une très grande différence avec les classes inversées classique. Voilà. Donc j'ai prévu de faire un type de conférence un peu que j'ai appelé, on organise des conférences inversées, renversées, des conférences interrompues. Donc je vais vous proposer une conférence interrompue. C'est-à-dire que je vous explique des choses à peu près pendant 35-40 minutes, mais à tout moment vous pouvez lever la main. S'il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair, vous avez envie de clarifier, vous pouvez faire une réaction pendant la conférence. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 35-40 minutes pour poser des questions. Donc j'ai des collègues ici qui ont un micro, puisqu'il y a une captation audio. Donc si vous avez à un moment donné une réaction, une question, il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair, levez la main. Je termine ma phrase et puis on vous tend le micro, puis il peut y avoir un échange et il y aura des échanges, j'espère. Voilà, puis après il nous restera un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour échanger de manière plus globale. Donc voilà, moi j'enseigne à l'université depuis longtemps et déjà je le dis dès le début, j'adore et j'aime beaucoup enseigner de manière classique. Donc je ne suis pas un frustré du cours magistral. Et vous le verrez dans les échanges qu'on aura, je vais sans doute jamais opposer l'innovation pédagogique au cours magistral. Et puisqu'on parle de plaisir, si vous regardez les étudiants qui sont là dans un cours transmissif, vous pouvez remarquer qu'il y a différentes façons dans le non-verbal de montrer son plaisir. Il y en a peut-être qui dorment, peut-être qui pensent à autre chose, peut-être qui s'ennuient. D'ailleurs, l'étudiant qui est au fond de la salle, et c'est un vrai étudiant, donc là je ne l'ai pas dit, mais tous les dessins sont réels, faits en classe par un dessinateur et moi-même, et donc tout ce que vous verrez n'est pas copié-collé, tout est original. Donc cet étudiant existe, peut-être l'insecte, ce n'était pas le même. Et à votre avis, quel est son degré de plaisir dans le cours transmissif ? Vous pensez, levez la main ceux qui pensent qu'ils pensent à autre chose, ils rêvassent. Ouais, il n'y a pas de bonne réponse, donc c'est juste une sensation. Ok, levez la main ceux qui pensent, wow, ce prof, ce qu'il raconte, il est capté. Ou... Oui, voilà, presque autant. Et puis levez la main ceux qui pensent rien pour l'instant, ou les deux, voilà. Mais c'est très bien. Voilà. En fait, je vais vous montrer quelque chose en termes de plaisir. Donc vous allez vous rendre compte que mes étudiants peuvent avoir un certain plaisir à travailler ensemble ou à échanger avec moi. Même parfois, certains me disent, pas forcément les étudiants, mais des collègues, ah vraiment, ta méthode de cours, elle me plaît bien, qu'est-ce que le plaisir que j'aurais eu à t'avoir comme prof. Et moi, c'est bizarre parce que quand j'étais étudiant, j'étais pas comme ça. Moi, quand j'étais étudiant, j'adorais le cours académique, donc j'avais aucun plaisir dans les cours collaboratifs.
je ne sais pas que j'en avais pas, mais chacune d'entre nous, on peut avoir des plaisirs très différents. Il n'y a pas la méthode dans laquelle on a du plaisir d'apprendre et du plaisir d'enseigner, et l'autre qui est le contraire. Ça dépend des gens, et puis ça dépend des matières, ça dépend des moments. Voilà, donc ça c'est un cours transmissif que j'ai fait pendant 25 ans. Et puis moi ce que j'ai voulu, c'est... j'ai voulu innover de manière assez forte, parce que j'innovais, mais j'ai voulu innover avec un but, parce que l'innovation n'est pas un but en soi. J'ai voulu innover parce que j'avais beaucoup trop d'étudiants consommateurs. Donc dans un amphi, je fais des fois des cours en amphi avec 500 étudiants. Je peux vous dire que mes 3, 4, 5 premiers rangs d'étudiants, ça ressemble plus à des papy-boomers qu'à des générations X, Y, alpha et autres. Et donc, dans les types de générations d'étudiants ou les façons de travailler, est-ce qu'on a tous des façons différentes d'apprendre à réfléchir ? Moi, je pense que oui, mais les neurosciences disent que non. Et puis, est-ce qu'il y a des façons différentes de mettre en énergie ? Est-ce qu'il y a des façons différentes d'engager la motivation ? Donc, j'ai une doctorante qui termine sa thèse, et son sujet de thèse, avec l'équipe de Marcel Lebrun à Louvain, c'est un lapsus, travaille sur la motivation et l'engagement des élèves. Et elle étudie 8 ou 9 profs, dont moi, qui avons mis dans nos cours magistraux des séquences importantes de collaboration. Et donc, ce qu'elle demande aux étudiants, ce qu'elle observe, elle interroge, elle a tout un travail scientifique avec des outils de mesure, puisqu'elle publie dans des journaux à comité de lecture. Elle mesure le niveau d'engagement et de motivation des étudiants dans une matière. Elle ne mesure pas s'ils sont meilleurs dans la matière aux examens. Elle mesure est-ce qu'ils ont du plaisir à apprendre. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est ça. Je me suis dit, ils sont trop consommateurs. Transformons-les en consommateurs, essayons de faire en sorte qu'ils soient un peu plus, on dit acteurs de leurs apprentissages, c'est le terme qu'on utilise. Et donc j'ai imaginé une méthode que j'ai appelée la classe renversée. Au bout d'un an, la première année, elle s'appelait autrement. Mais on l'assimilait trop à la classe inversée. J'ai dit aux élèves, écoutez, il paraît que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, faites le cours. Donc dans ma classe, quand vous rentrez, il y a 80 profs et un seul élève. Et ça existe comme ça depuis 10 ans. Ce sont des étudiants en licence 3 de sciences biologiques. Mais ces méthodologies, elles existent à tout niveau. On travaille beaucoup avec mes collègues dans des écoles primaires, lycées, collèges, écoles d'ingénieurs, écoles de business. Moi, j'enseigne aussi en école d'agro, d'ingénieurs. Et donc, il y a des méthodologies comme ça qui s'adaptent. Et donc, je dis aux élèves, c'est vous les profs, c'est moi l'élève. Alors, au départ, les étudiants se disent non, c'est quand même vous le spécialiste. Comment on peut faire un cours de licence 3 pour arriver en master, il faut un certain niveau. Donc, j'aurais dit, écoutez, vous avez quand même 80 cerveaux, à vous 80, là, vous êtes connectés. En plus, si vous avez une promo d'un seul élève, pour corriger les copies, il n'y a pas trop de boulot, il n'y a qu'une seule copie. Et en plus, si je lève le doigt, je suis interrogé. Et puis, vous n'avez qu'un seul élève et c'est le major de promo. Parce que moi, ça fait 35 ans que je redouble la génétique par cœur. Donc, ça se passe assez bien. Faites le cours, et moi, vous verrez, en fonction de mes réactions, si je ne réagis pas, c'est plutôt que ça a l'air d'être bon. Par contre, je peux vous dire que si je ne comprends pas, s'il y a des trucs qui sont faux, etc., ils ont vite compris. Quand je leur pose des questions, c'est qu'il y a quelque chose à vérifier. Donc, pour cela, j'ai créé plusieurs types d'équipes ou de groupes. Donc, je réunis mes étudiants, je compose des équipes avec des collègues que je connais, qui connaissent ces étudiants. Je fais la différence entre des équipes et des groupes. Dans une équipe, je travaille sur la complémentarité, parce que je veux que tous mes groupes avancent à la même vitesse. Vous allez comprendre, mes étudiants deviennent profs, mais c'est eux qui écrivent le cours. Il n'y a pas de cours, parce que dans les classes inversées, il y a un cours. Il y a un cours, on peut le travailler à la maison, puis après en classe, on fait des devoirs, il y a des possibilités. Tandis que dans ma méthode, il y a 0 cours. Donc moi, j'arrive comme ça, le premier jour, avec rien. Donc les étudiants doivent écrire le cours, le construire, aller chercher de l'information, trier avec discernement, travailler sur un document collaboratif, trouver des illustrations, dispenser le cours, aller au tableau. Et vous allez voir jusqu'où ça va. Ce sont eux-mêmes qui vont créer les contrôles continus et les examens. Ils créent toutes les questions, tous les barèmes, toutes les questions d'examen. C'est-à-dire que le jour de l'examen, ils connaissent toutes les questions, toutes les réponses, tout. En fait, c'est une sorte d'Ocean 11. On a créé le braquage du siècle. Les étudiants, l'objectif, c'est que tous aient 20 sur 20 à l'examen. Alors ça, c'est l'objectif. Ça ne se passe pas exactement de cette manière-là. Ceci dit, vous allez le voir juste après, puis si vous avez des questions, c'est le moment de réagir. Si vous êtes perturbé ou vous voulez en savoir plus tout de suite, les étudiants sont en équipe. Les équipes, c'est un casting. Donc je fais des compositions d'équipes de 6.
6 étant le chiffre magique. On peut faire 5 ou 7, mais 6, franchement, c'est ce qui marche le mieux. Et dans chaque équipe, je ne connais pas leur profil particulier, dans chaque équipe, je mets autant de garçons que de filles, quand je peux. Des fois, il y a plus de filles. En tout cas, chez moi, il y a plus de filles en agro que de garçons. Je mets des élèves qui ont des très hauts niveaux scolaires, des très bons niveaux scolaires, moyens et plus faibles. Donc, on mixe bien. Et puis, avec ma collègue qui les a l'année d'avant, on sépare les affinités. Les copains, les copines, ceux qui sont en binôme, on les sépare. Comme ça, chacun de mes étudiants a son meilleur copain ou sa meilleure copine dans une autre équipe. Pour vous donner une idée, j'ai à peu près une douzaine d'équipes de 6 élèves. Donc quand je rentre dans ma classe, il y a 12 équipes, 6 élèves par équipe. Et la réaction en termes de plaisir des étudiants, à votre avis, quand je leur présente la méthode et que je leur explique ce qui va se passer, à votre avis, leur envie de travailler comme ça en équipe, ça leur plaît, ça leur plaît pas? Non? Dites-le. Nul, ça leur plaît pas? Oui. Je suis en train de vous parler du cours magistral. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler de TP ou de TD. C'est le cours magistral. Ça veut dire que c'est un cours qui fait 24 heures, 24 à 26 heures, 13 semaines. Et c'est un cours dans lequel je suis censé transmettre de la connaissance. Ce n'est pas un cours d'exercice. Donc ça leur plaît, ça leur plaît pas? Oui? Oui, on ne peut pas séparer des gens qui se connaissent. Je ne vais pas vous étonner parce que les Lillois, enfin ils ne sont pas tous Lillois mes étudiants, mais tous les étudiants se ressemblent, comme tous les profs. Ils me disent « Ah, c'est super de travailler en équipe. Vraiment, ça nous intéresse. Par contre, on veut choisir notre équipe. » Parce qu'on a 2 raisons. On veut d'abord travailler avec des gens que l'on connaît, que l'on aime bien, et on veut travailler avec des gens qui ont les mêmes méthodes de travail que nous. Alors là, je leur réponds « Bienvenue dans le monde professionnel ». Parce que c'est comme ça que vous allez être embauché avec tous vos amis. Et en plus, si vous avez... Et en plus, bah oui, moi je veux embaucher quelqu'un, j'en embauche 6, hein, et puis des amis. Et en plus, si vous avez les mêmes façons de travailler, je vais payer 6 fois quelqu'un qui pourrait travailler tout seul, parce que c'est la même façon. Donc on leur explique un peu la complémentarité. Alors, au début, ils n'aiment pas du tout. Le premier cours, c'est un peu crispé. Par contre, vous allez voir, progressivement, ça bouge et les étudiants se rendent compte à un moment donné qu'ils commencent à avoir du plaisir à découvrir d'autres élèves et à travailler avec des complémentarités d'expérience ou de compétences. Voilà. Donc ça, c'est pour les parties de mon cours qui sont productives, c'est-à-dire les parties dans lesquelles ils vont aller chercher de l'information. Et je veux que... Alors j'ai 12 équipes, j'ai 6 chapitres. Oui, je t'en prie. Tu viens de dire que tu séparais les personnes qui s'aimaient bien. Oui, séparer les affinités. Est-ce que l'inverse est aussi possible? C'est-à-dire que quand c'est vraiment qu'il y a des personnes qui ne supportent pas? Ah, qui ne se supportent pas? Non, je ne le fais pas, mais ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. C'est-à-dire que dans une promo de 80 étudiants, il y en a toujours 4 ou 5 qui sont plutôt solitaires ou autres, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'affinités. Ces 4 ou 5, ils se retrouvent forcément dans une équipe. Donc c'est très fréquent qu'au premier cours, dans 2 ou 3 de mes équipes, j'en ai un ou une qui soit plutôt dans la situation d'avoir l'impression d'être rejeté ou de... Mais ce n'est pas moi qui le fais sciemment. Tandis que séparer les affinités, ça, on le fait sciemment. Une fois, ça avait fait rire la promo parce que je leur explique tout ça. Hein. Je leur dis, on va séparer les copains, les copines. Puis quand le premier cours commence, ils sont en équipe et voilà, ils se découvrent. Et il y avait un groupe qui rigolait, je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, dans ce groupe-là, il y avait un garçon et une fille qui vivaient ensemble. Mais ça, ma collègue de L2, elle ne le savait pas. Elle n'avait pas capté qu'ils s'entendaient bien. Donc forcément, quand j'ai dit on sépare les affinités et que les 2 conjoints, entre guillemets, étaient ensemble, ça a fait rire les élèves. Donc les étudiants se mettent comme ça. Alors, je n'ai pas le temps de tout détailler, je vous donnerai des liens, vous verrez les méthodologies. Mais il y a d'autres moments dans mon cours où ils se mettent comme ils veulent. Par exemple, si j'ai envie que mes étudiants créent des questions, réagissent à un texte, quand ça m'importe peu que tous les groupes ne travaillent pas à la même vitesse, ils se mettent comme ils veulent. Donc un groupe va produire 5 questions, un groupe va en produire 12, un groupe va en produire qu'une. Bon. Par contre, pour que les chapitres fonctionnent, parce que mes étudiants vont construire les chapitres, j'aimerais bien que les chapitres se construisent à la même vitesse et qu'ils aient le même niveau. Voilà. Donc mes étudiants vont trier avec discernement, ils utilisent des bibliothèques numériques, on a une bibliothèque numérique en réseau, je ne leur donne aucun document, aucun lien, 0. Ils vont sur des sites, Google, Wikipédia, des sites scientifiques, ils vont sur des sites du CNRS, ils vont sur des cours en ligne d'université.
Je leur apprends à trier et discerner. Hein. Confondez pas une info qui vient de l'université de Bordeaux, par exemple, avec une info qui vient du blog du petit Jérémy, 12 ans, qui veut faire partager sa passion de la biologie à ses collègues. Donc ils doivent référencer. Donc ils trient, ils vont sur Internet. Depuis l'année dernière, ils utilisent le ChatGPT et l'intelligence artificielle. Et en même temps, ce qui m'a super surpris la première année, ça fait 10 ans, ils ont ramené des bouquins en papier. Donc pour la première fois, au bout de 25 ans de cours, j'ai vu arriver des bouquins de génétique dans ma classe. Parce qu'avant, il n'y a pas besoin de bouquins. Le prof, il a tout préparé, il y a les polis, il y a les diapos, pose des questions, tout est nickel. Donc qu'est-ce que je vais m'embêter à acheter un bouquin? Donc ils ont acheté des bouquins parce que trier avec discernement, c'est fatigant. Alors que dans le bouquin, tout est vrai, tout est bon. Donc il n'y a plus qu'à prendre un morceau. Donc les étudiants vont travailler, ils vont construire le cours en utilisant un Google Drive. Donc on travaille sur un document collaboratif. Donc chaque équipe, on attribue un chapitre du cours à chaque équipe. Par exemple, structure des acides nucléiques, réplication, régulation, transcription, code génétique, traduction, maladie génétique, mode d'infection des virus. Enfin, on choisit, je leur donne le titre. Par exemple, si j'étais prof d'histoire géo, il y a un chapitre qui s'appellerait Napoléon. Allez, débrouillez-vous. Il y a un groupe qui fait Waterloo, un groupe qui fait Austerlitz. Ils n'ont que les titres, pas les plans. Oui ? C'est vous qui définissez les chapitres ? Non, c'est le programme. Donc, dans le programme de licence, on doit travailler sur le programme. Donc, je leur donne les titres des chapitres du programme. Oui. J'ai pas beaucoup de connaissances en biologie, oui. Mais j'imagine que chaque chapitre est successif. Imaginons que le groupe qui a le chapitre, l'équipe qui a le chapitre 7 oui. a besoin des bases du chapitre 7. Oui, voilà. Il y a des chapitres qui peuvent dépendre d'un autre. Donc moi, quand je travaille, Hémisphère, le nom que tu as cité, c'est une cellule d'innovation pédagogique. On est beaucoup de profs à échanger sur ces domaines. Le prof de maths, lui, il me dit, moi, ce que tu fais, je ne peux pas le faire. De toute façon, il ne faut pas recopier un prof. Hein. C'est un conseil que je vous donne, jamais copier-coller une innovation pédagogique d'un autre prof. Vous pouvez vous en inspirer. Mais le prof de maths, lui, il me dit, moi, je ne peux pas faire ça parce que le chapitre 1, il faut le dominer avant d'attaquer le 2 et le 3, etc. Moi ce n'est pas le cas. Enfin, sur mes 6 à 7 chapitres, il y en a 2 parfois ou 4 qui sont un peu reliés très, très clairement. Si par exemple il y a un chapitre qui s'appelle la transcription et que l'autre chapitre s'appelle la régulation de la transcription, il y a intérêt à connaître le... Et donc comme ils ont quand même des prérequis puisqu'ils arrivent de licence 2, je fais attention. Je sais que sur mes 6-7 chapitres, j'en ai 2 qui sont un peu plus connectés. Là, j'attends un peu moins de travail et je relis. Donc les équipes, je les fais travailler ensemble. Par contre, j'ai 3-4 chapitres qui sont un peu déconnectés. Ils sont tous reliés, hein, bien sûr. Mais ils vont produire des chapitres et ils vont les écrire et ils vont interagir entre eux. Donc j'ai 13 séances de cours, 13 séances. Les 6 à 7 premières, on construit les chapitres. Et 5-6 séances, ils travaillent aussi chez eux. Et après, on travaille beaucoup sur les interactions. S'approprier les chapitres des autres, échanger, se poser des questions. Donc j'ai 1/3 de production et 2/3 d'interaction. Le livrable que je leur demande des chapitres de niveau L3 compréhensibles par toute la promo. Compréhensible par toute la promo, ça veut dire que le copier-coller est permis et même le copier-coller est obligatoire pour gagner du temps avec le copier-coller. Par contre, le copier-coller, il doit être de petite taille, raisonné et compréhensible par tout le monde. Autrement dit, si un étudiant dans un chapitre copie-colle quelque chose qui vient d'un site et que toutes les autres équipes comprennent, ça me va. Par contre, si un groupe veut gagner du temps et puis fait un copier-coller d'une page parce qu'il a trouvé un article américain qui décrit telle chose et que personne ne comprend, eh bien, ce qui se passe, c'est que chaque équipe surligne en jaune ce qu'elle ne comprend pas des autres chapitres. Donc une équipe qui veut gagner du temps en envoyant de la connaissance d'un certain niveau, en se disant le prof il va être super content, mais que ce n'est pas capté par les autres élèves, c'est surligné automatiquement, il n'y a plus qu'à recommencer le travail. Puis je vous rappelle, je suis le seul élève. Donc moi je regarde leur production et je repère les trucs. Donc je me dis, ils n'ont peut-être pas compris. Enfin, tout le monde ici, quand vous écoutez un étudiant, parfois vous dites ça, il ne l'a pas pondu. Hein. Eh bien, moi je pose des questions. Et forcément, quand je pose des questions sur des parties, je ne vais pas poser des questions sur la structure de l'ADN. Parce qu'ils me la ressortent telle qu'elle. Par contre, quand ils me comparent de gènes ou quand ils me disent que le coronavirus fait tel type d'action avec la cellule quand elle l'infecte, et puis que moi je sais que ce n'est pas vrai, je pose une question. Donc quand je pose des questions, ils savent qu'il y a quelque chose. Voilà, donc vous les avez ici. Donc on a une salle. Je vais vous la montrer en photo. Il n'y a pas que des dessins, je vais vous montrer quelques photos. Ils travaillent en îlot. Alors, ils sont libres. Les cours durent 2 heures et il n'y a pas de pause. Ça commence à 8 heures, ça se termine à 10 heures. 2 heures, on ouvre les portes, on ferme les portes à 10 heures. Ils font ce qu'ils veulent. Enfin, il y a des séquences. Hein.
Chaque cours commence par un exercice que je travaille. Donc chaque cours commence par un exercice de 5 à 10 minutes, très différent, et les élèves travaillent ensemble. D'ailleurs, je reviens sur l'idée du plaisir qu'ils ont à travailler ensemble. Au début, dans la phase de production, quand ils sont entre élèves pas forcément amis, ils travaillent. Parce que je vais les noter. Ils sont évalués à chaque séance. Là, je n'ai pas le temps de vous expliquer la mode d'évaluation, mais à chaque séance, ils vont capitaliser des points, un score. Donc j'ai abandonné la note sur 20, j'ai créé un score, une sorte de monnaie. Ils sont payés à leur production, la qualité, et c'est seulement à la fin du semestre que je transforme avec eux, en travaillant avec eux, le score en note. Donc ils savent qu'ils ont tous la même note. Donc ils se contrôlent entre eux. Parce qu'ils se disent, il n'est pas question qu'il y en ait un qui bosse moins que les autres pour être payé autant. Là aussi, par rapport à ce plaisir-là, ils trouvent que ce n'est pas juste. Donc ils disent, oui, mais ce n'est pas juste, on ne peut pas tous être payés pareil, c'est individuel, parce qu'ils s'imaginent peut-être que dans leur métier plus tard, ils vont tous être notés individuellement, et qu'en fait, on leur explique aussi que dans une équipe, parce qu'ils vont être amenés à travailler en équipe, c'est la production d'une équipe qui est importante, et que si dans une équipe, vous acceptez de travailler plus que les autres, il y a un moment, ça va vous entraîner, je dirais, dans la misère. Alors, ils ont tous la même note, je leur mets des notes individuelles en bonus, donc ils ont une sorte de salaire et des primes, je leur mets une note collective, ils ont des notes individuelles, et puis là non plus, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de le faire, mais j'ai un test de détection des passagers clandestins. Donc c'est un test qui s'appelle le 180 degrés, qu'on étudie dans les écoles de business, commerce, et qui permet, par des méthodes d'auto-évaluation et de code, de repérer un élève qui profiterait du groupe pour avoir une bonne note. Voilà, donc là, vous les avez en équipe. Alors là, niveau plaisir, pas terrible. En plus, c'était les derniers mois du Covid, mais ils sont dans une phase de production. Cette année, ils n'avaient pas les masques, mais ça ressemble à ça. Ça, par exemple, dans une séance de 2 heures, ça peut représenter une demi-heure, 3/4 d'heure. Ils bougent, là, c'est parce que je pense que j'ai dû faire la photo. Je ne fais pas beaucoup de photos, mais j'ai dû faire la photo quand ils se sont mis en équipe pour démarrer. Donc on démarre toujours par un exercice de 5 à 10 minutes qui permet de chauffer, de faire des interactions. Tous mes exercices de brise-glace ont un lien avec les cours. Donc je leur demande de construire des QCM, je leur demande d'interroger un groupe, un autre. Donc ils ont toujours un exercice de mise en énergie, les 10 premières minutes. Là aussi, c'est intéressant, si vous vous intéressez au plaisir. Il faut mettre les gens en énergie, parce que si on ne les met pas en énergie, ils arrivent à 8 h du matin. Vous imaginez un étudiant à 8 h du matin, le lundi, par exemple, quand vous en avez 80 devant vous, ils ne sont pas top. Même le prof, d'ailleurs, il est un peu fatigué. Et donc, les 10 premières minutes, elles sont fondamentales. Donc, et chaque exercice est différent. Donc, ils ne savent jamais ce qui va leur arriver à 8 h. Donc, on fait des exercices de tableau tournant, de QCM inversé, de tricherie obligatoire. Enfin, ils ont tous des noms un peu bizarres. Et chaque exercice est fait pour que les étudiants s'intéressent au chapitre des autres et créent des connexions entre les équipes. Donc ça, c'est une phase de production. Ici, ça peut être un exercice du début. Peut-être que là, c'est un exercice de brise-glace. Ou alors, on est dans un deuxième exercice où je vais leur demander d'interagir. Alors là, franchement, c'est la partie pendant laquelle ils ont le plus de plaisir. Donc les étudiants, surtout si on leur demande de construire, donc ils vont travailler sur des ordinateurs, ils travaillent sur des tableaux, je vais vous le montrer. Donc cette partie-là d'interaction, c'est la partie la plus... qu'ils ne voient pas le temps passer. Et moi, comme je suis libre, je passe entre les groupes et ils me sollicitent. Donc je ne reste jamais plus de 2-3 minutes dans un groupe, j'ai une dizaine de groupes. Je passe, ils peuvent me poser une question, je peux les aider ou moi je les interroge. La production, je la récupère, de toute façon elle est sur un Google Drive. Tout le monde a accès à tous les chapitres des autres en temps réel. Et puis, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que quand un groupe m'appelle, comme je suis leur élève préféré, eh bien ils doivent être tous attentifs. Parce qu'avant, quand je posais une question dans l'amphi en disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ?» Il n'y a pas de question. Et puis s'il y en a une qui a une question, ok, je réponds à la question, puis ça ennuie les autres, ils font autre chose. Tandis que là, quand un groupe de 6 m'appelle, eh bien on ne dérange pas l'élève, le seul, si on n'est pas les 6 attentifs. Donc ils ont l'habitude de le faire. Quand ils m'appellent, ils ne comprennent pas, ils ont un problème de schéma, ils veulent me poser une question, donc je suis à leur disposition. Alors j'ai pas le temps de montrer aussi tous les exercices parce qu'on a publié 2 ouvrages et puis il y a toute une batterie d'exercices. On fait ça depuis 10 ans, enfin je ne suis pas le seul. Il y a quelques exercices qui marchent super bien. Par exemple, celui-ci, ça s'appelle les tableaux tournants. Au début, on faisait ça avec des feuilles de paperboard. On peut faire ça aussi en distanciel avec des Word ou avec des PowerPoint.
Et maintenant, nous, on le fait avec des tableaux. C'est les tableaux que vous avez vus tout à l'heure. Il y a plein de façons d'utiliser cette méthode. Soit vous posez la même question à toutes les équipes, et toutes les 3 minutes, vous faites tourner les équipes, et elles continuent à répondre à la même question en travaillant sur le début de la réponse des autres. Donc ici, par exemple, je leur demande, ça dure 15 minutes, hein, je leur demande, expliquez-moi tel mécanisme. Et ils démarrent leur travail. Et au bout de 3 minutes, je leur dis, changez de tableau. Donc l'équipe 1, elle continue à répondre à la même question, mais en complétant le tableau de l'équipe 2. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut aussi leur poser des questions différentes. J'ai 12 équipes, je peux poser 12 questions différentes. Donc ils vont répondre aux questions, et voilà, c'est ce qui est arrivé ici. Et donc chaque tableau a une question. Donc moi je suis le seul élève, donc quand je prépare mon cours, je me dis tiens, j'ai envie de leur demander 12 trucs. Donc je prépare mes 12 questions. Et j'arrive en cours, je dis, messieurs les professeurs, j'ai 12 questions, et j'aimerais bien qu'en 20 minutes, avoir les réponses. Et donc chaque équipe a une question, et chaque équipe travaille sur une question. Et ensuite, on va faire un forum, exactement comme vous avez fait ici, sauf qu'au lieu de passer table par table, les élèves vont aller vers les tableaux dont la question est la plus compliquée pour eux. Imaginez que vous connaissiez par cœur la régulation de l'opéron lactose, et que c'était l'une des questions. Vous n'allez pas perdre du temps à aller voir ce que les autres ont trouvé sur la régulation de l'opéron lactose. Par contre, si on vous demande comment fonctionnent les topoisomérases et que vous ne le savez pas, l'élève il a intérêt à aller voir le tableau qui parle des topoisomérases. Donc on peut produire 12 réponses à 12 questions en 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, donc ça avance. Et après on peut utiliser 10 minutes, 15 minutes, comme on veut. Tout est capté, hein. C'est capté, photographié, c'est inclus dans les cours. Et on a un forum, on travaille sur Moodle, on a une plateforme Moodle qui permet de compléter à distance ce qu'on n'a pas le temps de faire en présentiel. Toujours pour relier ça au plaisir, c'est important de ne jamais forcer la méthodologie ou l'outil. Moi je leur dis, vous travaillez comme vous voulez, papier, crayon, craie, tableau, ordinateur, tablette, téléphone, et même, je vais plus loin, quand je leur propose un exercice, je leur propose une méthode, mais ils ne sont pas obligés de respecter la méthode. Par exemple, je leur dis, puisque je suis l'élève, hein, je leur dis, j'aimerais bien avoir dans un tableau à 2 cases les points communs et les différences entre tel enzyme et tel autre enzyme, parce que ça m'intéresse. Donc, il y a à peu près 8 ou 9 équipes sur 10 qui vont vraiment me faire le tableau, les points communs et les différences, parce qu'ils se sont dit, ils donnent une méthode, je vais le faire, points communs et différences. Et puis, il y a des équipes, un tableau, nous, on a envie de faire autrement, on a plutôt envie de faire une carte mentale, on a plutôt envie de prendre 2 illustrations et de les relier. Donc, mes élèves peuvent à tout moment ne pas suivre la consigne. Ce qui est important, c'est le livrable. Et ils peuvent utiliser des documents captés, copier-coller, photographier d'un livre, photographier d'un tableau ou dessiner. Donc la grande liberté d'usage, ça leur plaît beaucoup. Ici, vous voyez par exemple, il y en a qui préfèrent écrire sur des tableaux en Velleda, d'autres qui travaillent sur des ordinateurs directs, sur des tables, d'autres qui font des projections. Enfin, il y a plein de possibilités différentes. En fait, quand vous rentrez dans ma classe, c'est une fourmilière, hein. C'est une vraie fourmilière, il y a du bruit, ça bouge. Il n'y a pas de pause, ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. Et les portes sont ouvertes. Ça, c'est aussi un message que j'adresse à mes collègues de la cellule d'innovation pédagogique. C'est la meilleure façon d'innover ou de booster l'innovation, c'est de demander aux profs d'ouvrir leurs portes. Et comme ça, il y a toujours des profs qui rentrent et qui sortent. Donc j'ai 80 profs, mais j'ai aussi des profs d'autres matières qui viennent et qui participent. Des profs de français, des profs d'économie, des profs de ce qu'on veut, pour voir et puis donner leurs avis. Oui ? Par curiosité, la salle fait combien de mètres carrés ? Là ? La salle. Ah, la salle. Donc ici, je suis dans une salle qui fait... Ouais, en mètres carrés, c'est à peu près 2 salles de classe, on va dire, 2 grandes salles. Mais on peut mettre 10 îlots. On peut mettre 10 îlots assez facilement. Après, on a d'autres méthodologies où on utilise 2 salles séparées. Et puis, j'ai une méthodologie, je n'ai pas le temps de le faire ici, où j'utilise un amphi. C'est-à-dire que là, je fais des cours interactifs avec des groupes, mais toutes les chaises sont boulonnées et toutes les chaises, comme ici. Ça veut dire qu'ici, je n'ai pas trop le temps de le faire. Même l'atelier de tout à l'heure, je vous donnerai quelques exemples, mais là, on ne peut pas déboulonner les chaises pour faire un atelier. Mais on peut faire travailler les élèves par groupe dans un amphi. Donc ça, je le fais en médecine. En médecine, j'ai des amphis, des amphis de 400, on ne peut pas faire grand-chose. Mais des amphis de 200 étudiants, 150, on peut les faire travailler en équipe sur des temps donnés. Et ça fonctionne bien. Puisqu'ils sont capables de travailler à 4 ou 5 en îlot sur place. Mais bon, c'est une salle, pour répondre à votre question, à peu près 2 fois la taille d'une salle de classe. Alors,
Plaisir d'apprendre. J'ai beaucoup d'anecdotes, hein, vous les trouverez sur mes liens, je vous donnerai les liens. Il y a beaucoup de vidéos, il y a des TEDx, si ça vous intéresse. Mais celle-là, c'est une anecdote que j'ai choisie parce qu'elle a un lien avec le plaisir. Ça s'est passé il y a 4-5 ans. Premier cours, j'explique ma méthodologie à tous mes élèves. Vous allez faire le cours par vous-même, etc., etc. Enfin, en gros, ce que je viens de dire. Tout se passe bien pendant 1h30, ils posent des questions, à la fin ils votent, on y va pas. Enfin, vous retrouverez tout ça sur les réseaux, c'est publié, leurs points positifs, leurs points négatifs, tout est noté, accessible. Et là, j'avais terminé ma présentation, au bout d'1h, 1h30, arrive devant moi un étudiant, c'est lui, hein, c'est exactement lui, arrive devant moi un étudiant, L3, il me dit, monsieur, votre méthode, elle est super intéressante et tout, mais avec moi, ça ne va pas être possible. Bon, d'ailleurs, il dit avec moi, mais avec mes 4 copains, là, ça ne va pas être possible. J'ai cru que c'était des black blocs ou je ne sais pas quoi, je me suis dit, ils viennent mettre le beans dans ma classe. Il me dit, ça ne va pas être possible parce que nous, notre niveau en biologie, ras des pâquerettes. Ça fait 2 à 3 ans qu'on ne fait plus de biologie. Alors, réplication, transcription, machin, ok. Déjà, il dit, moi, par exemple, la structure de l'ADN, je ne sais même plus ce que c'est. Je ne sais même plus comment c'est fait une molécule d'ADN. Alors, bon, très bien. Je dis, je repère les 5 élèves. On s'arrange avec ma collègue pour les mettre dans des équipes différentes. Donc, je sais que j'ai 5 étudiants à surveiller un peu plus. Et au bout de 2 mois, parce que le semestre dure 3 mois et quelques, au bout de 2 mois, les étudiants, ils sont au tableau, hein, ils doivent aller au tableau, ils font des exposés, il y a plein de méthodologies, je vais vous montrer 2-3 exemples. Cet étudiant, il est au tableau et il est en train de dessiner exactement le schéma que vous voyez ici. Donc tout le monde a repéré la régulation de l'opéron lactose. Donc il est en train de faire ce schéma, et puis il dessine, et puis autour de lui, il y a des élèves qui lui posent des questions. Parce que le but, c'est ce que vous représentez, vous expliquez, il y a des échanges. Donc, il est en train de faire ça, et moi, je passe et je le vois. Il voit que je le regarde et il me dit, monsieur, me regardez bizarrement. Je dis, bah non, je regarde ce que tu fais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il me dit, bah vous le voyez bien, je suis en train d'expliquer la régulation de l'opéron lactose. Vous savez, la bactérie, quand elle n'a pas de glucose, elle doit digérer le lactose, et pour ça, elle a besoin d'avoir tel type d'enzyme. Et puis, il est en train de faire sa phrase, et puis il s'arrête, et il me dit, c'est pas bon ce que je dis? Je dis non, c'est bon, enfin, c'est pas tout à fait exact, mais c'est bon dans le général, je comprends, mais il y a un truc, ce qui me perturbe, c'est pas ça, c'est pas toi qui me disais il y a 2 mois que tu étais incapable de me dire ce que c'était qu'une molécule d'ADN, et là, tu es en train de m'expliquer la régulation d'un gène de bactérie. Et il me répond, je sais toujours pas ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller voir, ça m'intéresse, parce que j'ai compris ce mécanisme et il me fascine. Et je discute avec des profs d'autres matières, français, anglais, etc. Et il y a des profs de langue ici, je le sais. C'est intéressant de savoir qu'il y a des élèves. Oui, parce que cet élève-là, si j'avais été un prof normal, qu'est-ce que j'aurais fait 2 mois avant? J'aurais dit, c'est pas un problème. Tous les 4, vous venez voir, je vous remets à niveau. Parce que je sais faire ça. 1 heure par-ci, 1 demi-heure par-là. Et je leur ai expliqué la molécule d'ADN, mais je les aurais saoulés. Ça ne les intéresse pas, la molécule d'ADN. Et donc, si un élève a des difficultés en anglais, par exemple, et que vous lui dites qu'il faut d'abord apprendre tous les verbes irréguliers, la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire et autres, avant de commencer à conjuguer, c'est pareil. Alors que si vous leur permettez de communiquer, d'interagir, même que leur anglais est faux à 90%, il y a une communication. Et vous ne les corrigez pas. C'est important, le changement de posture. Vous ne les corrigez pas. Par contre, vous répondez avec un anglais correct. Moi, je ne les corrige pas, toujours en génétique. Ils me posent une question, ils m'expliquent quelque chose avec une erreur en génétique, je leur dis « Ah oui, telle molécule », et ils ont compris qu'ils ont fait une erreur. Mais je ne leur dis pas « Attention, tu t'es trompé ». Donc, parce que si vous innovez en pédagogie, il faut changer de posture à ce moment-là. Il ne faut pas garder sa posture du correcteur. Parce que si vous tapez sur les doigts, toutes les 5 minutes, le prétérite, c'est pas comme ça, la molécule de glucose, elle n'est pas comme ça, ou le gène de... Eh bien, à un moment, il se dit, do it yourself. Hein. C'est toi le prof, tu es payé pour le faire, fais-le, et moi j'apprends. Donc, c'est pour dire qu'on peut très bien donner du plaisir à des étudiants et en avoir qu'ils en aient entre eux, autrement que par « j'ai compris une notion ». Moi, quand j'étais étudiant, j'avais du plaisir quand je comprenais une notion. Eux, on leur donne ce plaisir aussi de comprendre des choses, mais c'est des voies différentes. Donc en fait, dans les neurosciences, ils le disent, hein, il n'y a qu'une seule façon d'apprendre. On a tous la même façon d'apprendre. Donc biologiquement, les neurones, les connexions, c'est un mythe des neurosciences de dire qu'on a tous des façons différentes d'apprendre. Sauf que, qu'est-ce qu'on apprend? Comment on l'apprend? Comment le contexte dans lequel on l'apprend? Les outils qu'on utilise? Et puis l'ancrage.
Parce que les méthodes dont je suis en train de parler ici, c'est des méthodes qui sont très performantes pour ancrer des connaissances, mais pas pour en absorber beaucoup. Donc, si vous voulez transmettre beaucoup de connaissances et qu'ils apprennent, c'est des méthodes classiques. Si vous voulez ancrer des connaissances et des fondamentaux, c'est des méthodes collaboratives. Et donc, pour être efficace, il faut hybrider les deux. Donc, quand vous avez des étudiants qui font à la fois des allers-retours entre des méthodes classiques et des méthodes innovantes, entre guillemets, parce qu'on peut être très bien innovant dans un cours académique et pas être innovant du tout en mettant les élèves en îlot avec des lunettes ou des post-it. Donc l'innovation, ce n'est pas dû juste aux meubles et à la façon de mettre les élèves en groupe. Donc c'est super important de se dire qu'il faut pouvoir aussi, on ne peut pas individualiser chaque enseignement à chaque étudiant, mais il y a des méthodes qui permettent de varier les choses. À un moment, je fais de la plénière. Donc mon cours de 2 heures, des fois je l'arrête et je fais de la plénière pendant 10 minutes, parce qu'ils sont incapables d'écouter plus d'un quart d'heure. Après on change, et puis on alterne des moments de collaboratif et de plénière. Alors ça, c'est juste quelques exemples, ça leur plaît énormément. Au début, ils avaient du mal, mais ça marche bien. Je le fais avec des profs aussi, ça marche encore mieux que les profs. C'est des méthodes de présentation. Faire travailler des élèves en équipe, tout le monde sait faire. Tout le monde ici a déjà fait travailler des élèves en équipe. En général, ça se passe bien. Vous les mettez en équipe, ils ont un sujet, ils peuvent le faire dans la classe ou le faire chez eux, travailler en équipe. Et puis, je ne dis pas qu'on se repose, c'est un peu moins fatigant, on peut passer d'une équipe à l'autre, c'est des fois un peu moins fatigant que de parler pendant des heures. Donc, ils travaillent en équipe. Mais il y a des moments, il faut les envoyer au tableau et faire des présentations. Et c'est là que ça se gâte. Parce que, ou même les profs, quand on fait des présentations comme vous avez fait tout à l'heure, ou quand dans des colloques, conférences, on fait des présentations, c'est là que ça se gâte. Parce que quand vous avez 10 équipes et qu'il y a 10 présentations, 10 fois 5 minutes, déjà ça fait 50 minutes. Et je peux vous dire que la première équipe, on l'écoute, la deuxième, on l'écoute, la troisième, on l'écoute un peu moins, la quatrième, et puis la cinquième, on n'est plus personne qui écoute, parce que l'équipe 1 et l'équipe 2, ils ont fini, c'est bon, et l'équipe 7 et l'équipe 8, ils ne sont pas encore passés, alors ils se disent, punaise, le niveau est élevé, ils sont en train de préparer. Donc, j'ai créé des méthodes dont le but était de stimuler l'interaction. Donc, en tant qu'innovateur, j'ai imaginé une innovation. Je me suis dit, comment je peux créer l'attention maximale? Et en fait, alors je vais vous montrer 2-3 méthodes très courtes, elles sont toutes publiées. En fait, l'innovateur, parfois, il se fait dépasser par son innovation, et l'usager, il en fait autre chose. Et en fait, en voulant créer une méthode d'attention à l'exposé, j'ai créé, sans le savoir, une méthode de débat, d'interaction. Ce qui fait que mes présentations d'élèves deviennent des moments de cours. Et ce n'est pas un groupe que j'envoie au tableau pendant 5 minutes et qui présente son boulot. Quand j'envoie des élèves au tableau, le mode de présentation que j'ai inventé oblige les étudiants à interagir. Et pendant cette interaction, moi, le seul élève, j'introduis des éléments de connaissance. Je vais vous montrer ces méthodes. Cette première méthode, elle s'appelle le karaoké. On ne chante pas, mais c'est presque ça. Donc l'équipe 1 a produit une diapo, un schéma. Donc l'équipe 1, on projette le schéma de l'équipe 1 et je prends au hasard un élève de l'équipe 5. Donc j'attrape un élève de l'équipe 5, il ne connaît pas le schéma de l'équipe 1. Donc il vient au tableau. Premier temps, il a 1 minute 30 pour expliquer à toute la classe ce qu'il comprend du schéma. Donc si par exemple sur le schéma, il y a un virus de la grippe qui infecte un pneumocyte, eh bien il a tout sur le schéma et il est au tableau, il dit ben voilà, ici, il fait ce qu'il peut. Pendant 1 minute 30, il fait ce qu'il peut. Je l'arrête au bout d'1 minute 30 et je demande à l'équipe qui a construit la présentation, ça vous va, tout est bon, est-ce qu'il y a des choses à compléter? En général, ils me disent oui, c'est bon, il y a ça, là il s'est peut-être trompé, il complète. 1 minute 30 de présentation, 4 à 5 minutes de complément de l'équipe, et puis après je pose la question à tous les élèves. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Quand ils n'en ont pas, c'est moi qui en ai un. Donc ça dure un quart d'heure. Je n'ai pas le temps de passer les 10, mais je choisis, j'ai pas le temps de passer les 10 exposés, mais je choisis les 3 ou 4 dont je me dis qu'ils ont besoin d'explications. Parce que s'il y a un des exposés qui est assez facile, ils peuvent le travailler par chez eux, ou le travailler autrement. Donc 1 minute 30 de présentation, 2 à 3 minutes de complément, plus 4 ou 5 minutes d'interaction, je peux vous dire que là, en 10-12 minutes, on en produit de l'échange de connaissances et ils prennent des notes. Deuxième exercice, très performant, le ping-pong.
Donc il y a 10 jours, j'étais en Italie, on a formé des profs italiens au ping-pong, et le lendemain, ils ont fait travailler leurs élèves en ping-pong, c'était monstrueux. Les étudiants, ils avaient enfin c'était pas des étudiants, c'était des collégiens. Ils avaient la banane, pourtant c'est un exercice très très difficile. Et à 11 ans, ils savent le faire. Donc, des fois, je fais ça avec des profs, ils me disent « Ouais, mais c'est compliqué ». Je dis « Moi, je connais des enfants de 11 ans qui savent le faire, donc peut-être ». Le ping-pong, c'est un schéma, une présentation. Donc, vous faites une projection, ce que vous voulez, et vous envoyez 2 élèves au tableau. 2 élèves au tableau. Et ces 2 élèves n'ont droit qu'à une phrase chacun, comme au ping-pong. On a le droit de taper qu'une seule fois dans la balle. Et donc, ils ont le droit à la phrase qu'ils veulent. Une phrase courte, une phrase moyenne, une phrase longue. Et c'est parti. Donc, vous imaginez, il y a un schéma, il y a 2 élèves. Et puis, le premier étudiant commence. Ils ont 2-3 minutes, 1 ou 2 minutes. Parce qu'après, c'est pareil, un complément par l'équipe et puis question par les autres. Donc, il démarre. Premier étudiant. Sur ce schéma, vous voyez à droite un coronavirus avec des protéines spike en surface. Le deuxième continue. Sur la partie gauche du schéma, une cellule humaine avec des récepteurs viraux de tel type. Le premier étudiant reprend la main. La première phase d'infection par le virus est la phase de reconnaissance et d'attachement. Le deuxième continue. À ce moment-là, et donc ils sont obligés de construire des phrases en lien avec la phrase précédente. On l'a fait en français, on l'a fait en maths, on l'a fait dans des présentations de marketing, gestion, dans plein de matières. Ça oblige les étudiants à être hyper attentifs. Et je peux dire que ça oblige aussi les autres à être attentifs, parce que d'abord, ils sont surpris, et en même temps, ils doivent compléter. Et après, ils posent des questions. Et là, c'est pareil, on a 10 minutes, un quart d'heure d'échange. Troisième exercice, celui-là, tout le monde peut le faire ici, vous pouvez le faire demain matin si vous voulez, ou ce soir si vous avez des élèves, ça s'appelle le PowerPoint muet, ça marche super bien. Vous projetez au tableau un schéma d'une des équipes, ou un des vôtres, mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de speaker. Donc c'est un schéma important. Bon, ici, j'ai dessiné ça avec mon collègue, je ne suis pas sûr que les formules veuillent dire quelque chose. On a peut-être inventé des trucs. Donc vous projetez et vous dites aux élèves, par équipe, vous avez 2-3 minutes pour discuter entre vous, qu'est-ce que vous comprenez du truc. Voilà, donc la projection est faite, et c'est le seul moment où il y a un silence dans la classe. Les élèves travaillent, et au bout de... Alors la seule équipe qui ne travaille pas, c'est celle qui a fait le schéma. Et donc, au bout de 2 à 3 minutes, il lève la main. Alors, ça peut être individuel ou par équipe. Par équipe, ça marche super bien. Vous voyez, l'élève lève la main. Et là, il a le choix. Soit il dit, voilà ce que nous, on a compris dans l'équipe. Ou alors, il pose une question. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Ils ont le choix. Voilà ce qu'on a compris. Voilà la question qu'on a à poser. Et là, ce sont les élèves des autres groupes ou du groupe qui a produit qui répond, ou voire moi, le prof. Ça, c'est une autre méthode aussi très courte. Celle-là aussi, elle est monstrueuse. Celle-là aussi, vous pouvez la faire dans un cours magistral. Celle-là, vous pouvez la faire dans un amphi. Ça s'appelle « Trouver l'erreur ». Trouver l'erreur. Donc, ils n'aiment pas ça. Là, on parle de plaisir, mais ça, cet exercice, ils le détestent. Mais moi, je l'adore. Je dis aux élèves, j'ai 10 minutes. Pendant 10 minutes, je vais vous expliquer un des mécanismes les plus importants du cours. C'est-à-dire que ça, ce truc-là, si vous allez aux examens sans savoir ça, danger. Voilà, donc un des mécanismes les plus importants. Un mécanisme important que vous n'êtes pas forcément capable. Parce que quand je prends la parole devant eux, c'est pour les aider à faire des choses dont je me dis, il va leur falloir 3 heures pour créer ça, alors que moi, je peux leur faire en 10 minutes. Donc, je leur dis, je vais vous montrer un mécanisme hyper important pendant 10 minutes. Avant, quand je faisais ça, quand j'étais un prof normal dans un amphi, et que je leur disais, j'ai un truc à vous montrer super important pendant 10 minutes, c'est vital, et ben, je peux vous dire qu'au bout de 3, 4 ou 5 minutes, il y en a quand même des élèves qui sont perdus, ou qui font autre chose. T'as beau leur dire que c'est vital, on verra bien, j'ai le poli, quoi. Et là, je ne fais pas la même chose. Je leur dis 10 minutes, mais pendant les 10 minutes, je vais introduire 2 erreurs, sciemment. Et ces 2 erreurs, vous n'aurez jamais la correction. Je ne vous les corrigerai jamais. Par contre, ces 2 erreurs, si je les trouve dans un contrôle continu, un DS ou à l'examen, c'est 0 à toute la question. Donc c'est éliminatoire. Vous savez, le Koh-Lanta, le prof a décidé que tu as 0 à la question. Au revoir. Donc ces 2 erreurs, elles sont pendant les 10 minutes. La première erreur, elle est un peu voyante. Alors ils ne sont pas contents, ils se disent comment on peut savoir. Je dis vous êtes 80, arrangez-vous, quoi. Vous êtes 80 étudiants, il y en a bien un qui va capter. Et donc la première erreur, je l'introduis souvent au bout d'1 minute. Et la deuxième erreur, vous avez compris, je l'introduis au bout de 9 minutes et 45 secondes. Donc ma collègue, j'ai une doctorante qui travaille avec moi. Son sujet de thèse, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle mesure la motivation et l'engagement. Elle me dit, parce qu'elle est dans mes cours, elle me dit que quand je fais ce genre d'exercice, elle regarde les élèves, elle me dit tu as 100% d'attention. C'est-à-dire qu'il y a 100% d'attention, même au bout d'1 heure de cours.
Elle ne dit pas qu'ils ne jouent pas avec leur téléphone. Elle dit de temps en temps, j'en vois un, il prend son téléphone, il fait autre chose. Mais quand je repère un élève qui se déconnecte un peu, il se reconnecte tout de suite. C'est-à-dire que si vous avez une méthode, si vous avez des méthodes attractives, interactives, c'est pas gênant qu'il y ait un élève qui pense à autre chose, qui prenne son téléphone ou qui fasse un gribouillis ou qui discute avec quelqu'un, parce que si quand il revient au cours, il voit qu'il y a du mouvement, il va recapter. Alors que si quand il revient au cours, il voit que c'est toujours monocorde, il capte pas. Et nous, c'est pareil en réunion. Hein. Quand on fait des CODIR, des COMEX, des COPIL, etc., des réunions de direction, on fait des réunions de 4 heures et de 3 heures. Moi, je fais mes mails pendant ce temps-là. Et comme l'élève envoie des SMS, mais quand les réunions sont répétitives. Puis quand ça t'intéresse, le sujet, t'arrêtes d'envoyer des mails. Mais si les réunions sont dynamiques, interactives, plus courtes, et qu'on y met des informations importantes à des moments donnés, d'abord, on perd moins de temps en réunionnite, et en même temps, les collègues, nous-mêmes, eh bien, on peut se déconnecter de la réunion, mais on se reconnecte tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien comprendre les comportements des profs, de nous-mêmes, pour comprendre les comportements des étudiants. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les étudiants construisent les questions eux-mêmes. Donc, juste pour vous donner une idée, parce que je n'ai pas le temps de donner dans le détail, un cours d'un semestre, on produit une centaine de questions. Une centaine de questions, des petites, des courtes, des moyennes, etc. Je leur attribue des codes couleurs, des questions très difficiles, moyennes et autres. Et puis, j'ai un pool de questions. Et le jour de l'examen, ils ont chacun des questions différentes. L'examen, il est en ligne. J'ai 80 étudiants. Les étudiants doivent répondre à 4 questions de cours. Ils ont accès à leurs documents, le cours, Internet, ChatGPT. Ils peuvent se téléphoner comme ils veulent. Ils sont à distance. Je veux dire, c'est zéro surveillant, quoi. Et seulement, l'examen est scénarisé. C'est-à-dire qu'ils se connectent sur une plateforme. J'utilise Zoom, mais j'ai déjà utilisé Teams, Big Blue Bottom et autres. Il y a une plateforme, ils se connectent à 8 heures, l'examen commence à 8 heures, il se termine à 10 heures. À 10 heures, toutes les copies doivent être envoyées en numérique. Et donc, toutes les 20 minutes, il se passe quelque chose. Toutes les 20 minutes, il y a une question qui tombe. Elle est différente d'un élève à l'autre, puisque j'ai fait une rotation de questions. Et le format est imposé. C'est-à-dire que le copier-coller est possible, mais dans la réalité, il est impossible. Parce que le format est imposé. Je leur impose un cadre, par exemple 2 slides, je leur demande 3 schémas, 2 définitions, ils ont un cahier des charges, et le cahier des charges est tellement pointu qu'ils peuvent avoir toute l'information à disposition. S'ils n'ont pas travaillé le cours, ils sont incapables de le mettre dans la forme du cahier des charges. Donc un étudiant qui dit « Ah tiens, la question c'est qu'est-ce qu'une télomérase ?» Ben, il peut copier-coller télomérase et le mettre tel quel, ça ne correspond pas au format, il n'a pas les points. Donc c'est intéressant, et ça on en reparlera tout à l'heure pour l'intelligence artificielle. On peut très bien contrôler l'intelligence artificielle sans utiliser des logiciels anti-plagiat. Il suffit de créer des méthodes créatives, innovantes, interactives, et puis c'est vous qui dominez la bête, on va dire, avant que la bête ne vous mange. Voilà, donc ça c'était pour vous dire que comme vous, j'ai vécu le confinement. Donc les méthodes que j'ai faites en présentiel, je les ai adaptées à distance. Franchement, c'était compliqué, hein, parce que déjà un cours magistral, quand vous le faites à distance complet, c'est dur, mais un cours interactif tel que je vous le montre, de le passer en distanciel, c'était compliqué. Donc on a trouvé des méthodes, et surtout, moi, un conseil que je peux donner par rapport au plaisir que des élèves peuvent avoir à travailler à distance, c'est que le travail à distance, il faut que ce soit du travail en équipe. Souvent, on dit le do it yourself. Au début, ma classe renversée, elle s'appelait comme ça, fais-le toi-même. Do it yourself. Mais en fait, c'est plutôt fais-le with others, fais-le avec les autres. Et donc de créer cette façon de dire c'est vous qui produisez, mais vous le faites en équipe. Et ça, c'est important. Si vous travaillez sur des MOOC, si vous travaillez sur des enseignements à distance, il faut hybrider. Et l'hybridation, ce n'est pas faire exactement la même chose en distanciel qu'en présentiel. Parce que si vous faites la même chose en distanciel qu'en présentiel, ça s'appelle une dégradation de la qualité de l'enseignement. Parce qu'une pièce de théâtre, il y a un certain plaisir à la suivre, mais si moi je la filme avec mon iPhone et puis que vous regardez la pièce de théâtre chez vous à distance, la même, vous n'aurez pas le même plaisir, il ne va pas se passer la même chose. Donc la véritable hybridation, si je prends l'image de l'ADN, avec la complémentarité, c'est ce que je fais faire à mes élèves à distance est différent de ce que je leur fais faire en présentiel, et il y a une complémentarité. C'est un petit aparté important parce qu'on est tous des salariés, mais cette différence importante du présentiel, distanciel en éducation, la réflexion, il faut l'avoir aussi dans le télétravail. Et nous, on travaille beaucoup avec les ressources humaines, parce que dans le télétravail, c'est pareil. Hein. Si vous demandez à des collègues chez eux de faire exactement le même boulot que dans l'unité de travail ou en présentiel, ben vous pouvez dégrader la qualité.
Alors qu'il peut y avoir, par exemple, des façons de travailler chez soi très performantes et des façons de travailler en présentiel qui le soient plus. Ça, c'est la diapo la plus importante. Si vous deviez retenir... Oui, je t'en prie. Ah oui, pardon, c'est parce que je lui avais dit 5 minutes de me faire signe. Je pensais que tu avais une question. C'est bon. Ouais, 5 doigts. Alors, cette diapo-là, c'est la plus importante. Je vais commencer par une énigme, tiens, pour vous stimuler un petit peu. Si vous connaissez la réponse à l'énigme, gardez-la pour vous. Si vous ne la connaissez pas, ben cherchez. Top, c'est parti. Vous êtes prêts? Vous avez le droit de vous connecter. ChatGPT, ouais. En 1492, il s'est passé 2 événements historiques dans l'histoire de l'humanité qui ont changé le rapport entre les hommes, les relations, des événements interculturels hyper importants. Et ces 2 événements ont eu lieu en 1492, sont connus de tout le monde. Quels sont ces 2 événements? Le premier, en général, on le trouve assez vite, j'espère. Oui? Allez-y. Vous le dites, mais vous le pensez tous quand même, le premier. C'est quoi? Oui, l'Amérique. Donc, premier événement, 1492, Christophe Colomb, et pas Gérard Depardieu, parce que j'ai eu droit à ça, Christophe Colomb découvre l'Amérique, et donc il arrive avec ses caravelles, il pensait qu'il était en Inde, c'est le Nouveau Monde, et puis il découvre les Indiens d'Amérique, vous connaissez l'histoire. Ça, c'est le premier événement. Deuxième événement, même importance, même niveau, même importance, même niveau, 1492, super connu, l'année 1492. Vous pouvez vous connecter si vous voulez, vous pouvez chercher. C'est? Non, presque ça. La chute de l'Empire romain d'Orient, non. Je vous épargne l'imprimerie, c'est pas loin. La prise de Grenade ou un truc comme ça, c'est pas loin non plus. Dans mon bouquin, vous voyez, il y a moins de 15 d'événements. Non, c'est pas ça. Super connu, 1492. Alors maintenant, celles et ceux qui connaissaient la réponse, vous pouvez la donner. Ah, personne. En général, il faut 8 minutes pour trouver. Je vais attendre 8 minutes. Si vous ne trouvez pas au bout de 8 minutes, vous avez battu le record de je ne trouve pas. Ah, voilà. En 1492, les Indiens d'Amérique découvrent Christophe Colomb. Et c'est... J'ai dit 2 événements. Ah non, c'est 2 événements. Ah, je peux vous dire que c'est 2 événements. Parce que... Alors là, franchement, je peux vous dire que c'est 2 événements. Parce que les Indiens, quand ils ont vu arriver ce truc-là, il s'est passé autre chose dans leur tête que les Espagnols. Hein, parce que là, en niveau surprise, ça a été autre chose. C'est important, cette énigme, cette histoire, c'est pour dire que selon le point de vue où on se place, on voit les choses différemment. Et nous, les profs, quand on veut innover, quand on imagine, ou même les directeurs d'établissement, quand on veut créer des nouveaux masters, des nouvelles licences, les équipes, on a souvent l'idée de se dire, on sait ce qui est bien pour les autres. Parce que les conquistadors, entre nous, ils savaient ce qui était bon pour les Indiens. Ils étaient venus pour ça. Hein. Ils étaient venus pour les aider, les christianiser, etc. Ils étaient venus pour leur bien, avec un S, hein, pas au singulier. Mais l'innovateur, vous comme moi, on a intérêt à faire gaffe, à ne pas avoir qu'un seul point de vue. C'est quoi le point de vue de l'élève? Ne pas se comporter avec nos élèves comme s'ils étaient des Indiens d'Amérique en se disant « je vais leur faire de la classe renversée, vous allez voir, ça va leur plaire et tout », parce que ça ne leur plaît pas forcément. Et donc, en innovation, et ça je ne vous l'apprends pas, vous le savez, mais c'est bien de le rappeler, l'innovation, ce n'est pas la créativité. Être innovant, ça ne veut pas dire être créatif. L'innovation dans tous les domaines, production de services, produits, management, etc. L'innovation est toujours liée à l'usage. Il n'y a jamais d'innovation sans usager. Et l'usager, ça peut être l'élève, ça peut être vous-même, etc. Et donc toujours tenir compte de l'avis de l'usager. Donc moi, quand j'innove avec mes élèves, à la fin de chacun de mes cours, et depuis 10 ans, ça va vous paraître pharaonique, mais à la fin de chacun de mes cours, mais depuis 10 ans, tous mes cours, les élèves remplissent un petit bout de papier, c'est pas très grand, c'est à la taille de 2 fois une carte postale, enfin une carte de, pas postale, mais une carte de visite, et ils écrivent 2 choses. En haut, ils écrivent, ça s'appelle la méthode du 10 sur 20, ils écrivent 20 sur 20 et 0 sur 20. Plus, ils écrivent qu'est-ce que j'ai préféré dans cette séance et qu'est-ce que ça m'a apporté, et moins qu'est-ce que j'ai pas aimé et pourquoi ça m'a déstabilisé. Et ils sont obligés de mettre un point positif et un point négatif. Donc s'ils ont détesté la séance, ils doivent trouver un point positif, et s'ils ont adoré la séance, trouver un point négatif. Avec les points positifs, je fais rien. Hein. C'est sympa, je suis content, je dis je vais recommencer, mais avec les points négatifs, c'est comme ça que je fais évoluer. On ne peut faire évoluer une innovation qu'avec les retours négatifs bienveillants, bien sûr, mais ils le sentent, c'est du donnant-donnant.
Alors, les points positifs et négatifs, puisqu'on parlait de plaisir, hein, c'est le sujet. À votre avis, c'est quoi, pour terminer, c'est quoi le plaisir de mes étudiants dans ma classe, à votre avis? Et c'est quoi leur déception? Ça, c'est la fin. On va terminer là-dessus, puisqu'on parle de plaisir et de déception. Qu'est-ce qui leur fait le plus plaisir? Dites-moi à votre avis. C'est d'avoir un cours qui leur correspond. Oui, avoir un cours qui leur correspond. Ça, je le retrouve pas mal dans le positif. C'est pas ce que je retrouve en premier, mais je le retrouve. D'avoir travaillé ensemble au début, ouais. Ça leur correspond, travailler ensemble. Ensuite, toujours dans le positif. C'est dans la position de quelqu'un qui apprend aux autres. Ouais, ils aiment beaucoup. Des fois, ils me disent ah ben moi, quand c'est un autre copain qui apprend, qui m'explique. Donc vous avez un élève qui explique à un autre, et je lui dis bah, attends, tu préfères que le prof? Alors il me répond. Depuis 10 ans, hein, j'ai les mêmes réponses. Ils me disent oui, mais quand c'est le prof qui explique, c'est le prof, il connaît, j'essaye de comprendre. Tandis que quand c'est l'élève, je me dis punaise, lui, il a compris. Donc j'ai intérêt à comprendre. Non, mais ça lui fait un challenge. Il voit un gamin de son âge qui a compris un truc, donc il se dit je suis pas plus bête que lui. Il y a un autre truc qui est positif, ils me disent on voit pas le temps passer. Vous nous faites confiance. Un autre truc qui est positif, c'est qu'ils disent vous tenez compte de nos avis à chaque cours et puis vous pouvez améliorer. Ça, c'est les points positifs. Les points négatifs maintenant, parce qu'il y en a autant. Hein. Je ne suis pas en train de vous vendre la classe renversée. Il y a autant de points négatifs que de points positifs. Points négatifs. Il y a des élèves qui disent, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais le premier cours, quand je le fais et que je présente, je leur demande de voter. Et je leur dis, vous voulez y aller dans la classe renversée ou pas? Et ils votent. Si tu veux y aller, tu écris 100%. Si tu ne veux pas y aller, tu écris 0. Donc tu écris 100 ou tu écris 0. Et si tu n'en sais rien du tout parce que tu découvres un ovni, tu écris 50. Donc 100, 50 ou 0. Maintenant, si tu as envie d'y aller un petit peu, tu peux mettre 60, 70, 75. Et si tu ne sais pas, mais tu n'es pas trop chaud, tu peux mettre 40 ou 30. Chaque année, depuis 10 ans, j'ai le même résultat. Et j'ai des groupes de 80 étudiants. Chaque année, j'ai 15% de mes étudiants qui ne veulent pas y aller. Eux, c'est du cours magistral qu'ils veulent. Donc ils vont souffrir cela pendant la classe renversée. Et puis, j'ai 15% d'étudiants, mais ça, c'est le rêve de leur vie. Punaise, ça va être bien la génétique. 15 et 15. Et les 70 autres pourcents, en général, ils ont un pic à 75% d'envie d'y aller. Voilà. Donc chaque année, c'est la même chose. Donc mes élèves qui sont dans les 15 premiers pourcents, le négatif, c'est oui, on préfère un cours normal, on n'apprend pas assez de choses, on perd du temps, ils veulent, c'est du poulet en batterie, ils veulent du grain, hein, ils veulent du grain. Et moi, je fais du poulet fermier, là, des fois. Donc, il faut faire un mélange des deux. Mais ils veulent du grain. Et donc, j'ai un problème avec 20% de mes étudiants, 15-20%. Mais comme c'est des élèves câblés, ce qu'on appelle des fois les bons élèves, ben, je les répartis dans les équipes et ils contribuent. Donc, j'arrive très bien à travailler avec des élèves qui ne sont pas contents de la méthode. Alors qu'avant, quand je faisais un cours normal, je peux vous dire que mes 20% d'élèves que je perdais, je les perdais. Hein. J'avais du mal à... Et juste pour terminer sur l'enquête, à la fin de ma classe renversée, quand je refais la même enquête, parce que quand j'ai fini, je leur repose la question. Alors, c'était bien? Qu'est-ce que, à votre avis, elle est comment l'évolution au bout de 3 mois de classe renversée? 15% à fond, 15% je ne veux pas y aller, 70% plutôt 75%, et puis les derniers, ouais, génial. À votre avis, ça se tasse, ça bouge, ça va vers la droite, ça va vers la gauche? La réponse est toute simple, il n'y a rien qui bouge. Ils votent exactement à la fin comme au début, pareil. Pareil, ça veut dire qu'ils acceptent d'aller dans des autres méthodes, mais ça ne change pas leur point de vue. Donc moi, les élèves qui aiment bien le cours magistral, ils vont comprendre que c'est intéressant, ils ont capté que je les ai fait travailler, ils ont trouvé du plaisir, hein. Ils ont trouvé du plaisir à partager, mais ils sont pressés de retourner dans des cours normaux, ils ont leur 18 sur 20, parce que moi, je préfère avoir mon 18 sur 20 que d'avoir un 16,5 avec les autres. Voilà, donc ça c'est intéressant à avoir en tête. Et voilà, donc je termine avec ça pour être presque dans les temps. Et puis on aura le temps de, comme je suis là jusqu'à la fin de la journée, d'échanger si vous avez des questions plus particulières à me poser. Merci. Merci beaucoup. Alors on va prendre quelques questions si vous le souhaitez. 5 minutes de questions supplémentaires. Avec un micro, si possible. Je la reformulerai. Oui, avec le micro. Oui, moi, il y a le micro, c'est bon, c'est bon. Il y a les liens. Pendant qu'on trouve le bouton du micro, vous avez tous les liens, les films. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, si vous voulez, par mail aussi. Oui, j'ai juste une question très simple. Ça me paraît bien, mais combien de temps? Combien de temps? Quand on considère, par exemple,
les gens de ce rang-là, on a en gros 9 heures pour faire un cours. Ouais, moi, des fois, j'ai des cours de 4 heures. Hein. Mais oui, mais vous faites 4 heures, 4 heures, 4 heures. 4 heures pour enseigner la génétique. Non. Oui, je vais répondre à la question. Au niveau timing. Oui, je vais répondre à la question. Le côté chronophage, c'est super important parce que quand vous présentez une innovation entre collègues ou avec des élèves, c'est toujours la même réponse. Oui, mais, yes, but, combien de temps ? Donc, le côté chronophage, ça empêche les gens d'innover. J'ai pas le temps de le faire. Les élèves, mais monsieur, ça demande combien de temps ? C'est pour ça qu'ils n'aiment pas la classe inversée classique. Parce qu'ils se disent, moi, je préfère écouter un prof 1 heure et travailler une demi-heure chez moi, 1h30. Tandis que s'il me fait faire du boulot 3-4 heures, après je l'écoute 1 heure et après je dois retravailler, il a fait le calcul. Donc la méthode, génialissime, l'élève, mais chronophage. Les profs, ils me disent des fois, ah, c'est trop bien ton truc, mais t'as mis combien de temps pour faire ça ? Donc, ils s'imaginent de se dire c'est impossible à faire. Moi j'ai des classes d'élèves, je les ai qu'une fois dans l'année, 4 heures. Donc m'arrive un groupe 4 heures. Parce qu'il y a une école d'ingénieurs qui m'appelle et qui me dit Jean-Charles, ce truc-là, il n'y a personne qui sait le faire, tu peux leur faire pendant 4 heures. Donc les élèves, je les ai 4 heures. Ben, je ne leur fais pas une classe renversée telle qu'elle en 4 heures. Par contre, je ne leur fais pas 4 heures de cours magistral. Donc j'utilise des moments. Tout à l'heure, je vais vous avoir 1 heure. Donc vous verrez tout à l'heure, je vais vous avoir 1 heure, ce que je vais vous faire en 1 heure. Ça, je ne vais pas vous faire 1 heure un peu comme je fais ici. Donc il faut adapter, s'inspirer. Si vous innovez en pédagogie, ce que vous demandez à vos élèves ne doit pas être d'un temps supérieur à ce qu'ils font dans un cours normal. Donc si vous estimez que vos élèves vous écoutent 1 heure et qu'ils bossent 1h30, votre innovation c'est 1h30. Donc moi, ils bossent en classe et ce qu'ils font chez eux, c'est la même durée que dans un cours normal. Après moi, pour préparer le cours, pour préparer ça. Là, il n'y a pas à mentir. La première année, il faut un investissement. C'est comme dans toute la vie, il faut un investissement. Donc moi, si je considère que je travaillais à 100% sur mon cours, la première année, monter ça, travailler tout, ça m'a pris 120, 130%. La première année. La deuxième année, je suis repassé à 100. C'est-à-dire que l'investissement, il est important au début, mais si vous le pensez bien et que vous le faites évoluer, vous repartez sur un rythme normal. Mais le plaisir, il n'est plus le même, hein. Le plaisir d'enseigner, la façon d'interagir. Mais soit vous faites des toutes petites innovations, et ce n'est pas très chronophage. Donc vous avez l'habitude de faire un cours de 2 heures et vous introduisez un petit exercice par-ci, un truc par-là, etc. D'ailleurs, les 2 secrets que je vous conseille, c'est le rythme et la surprise. Donc si vous avez un cours d'1 heure ou un cours de 2 heures, vous ne voulez pas le changer, à un moment donné, changez le rythme, un truc plus actif, un truc plus mou, plus actif. Ou alors vous arrêtez votre cours pendant 10 minutes, vous leur demandez de faire quelque chose de différent. Et puis l'autre, c'est la surprise. Une surprise à un moment, un challenge à un autre. Voilà. Mais effectivement, vous avez raison de poser la question. Le côté chronophage, c'est ce qui empêche les gens d'innover ou c'est ce qui se disent « je ne peux pas le faire ». C'est impossible. C'est ce qu'on appelle en innovation, on appelle ça le syndrome du « yes but ». C'est-à-dire ouais, « c'est génial ton truc, mais ça ne va pas être possible parce que je ne peux pas. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas possible ». Merci. Une autre question ? Juste pour... le micro, c'est par là. Je ne l'ai pas dit, mais ça peut vous faire plaisir aussi. Enfin, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, même si c'est le thème de la conférence. L'innovation pédagogique, vous avez compris que ce n'est pas le contraire de l'enseignement académique. Il faut mixer les deux. Mais surtout, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les profs qui innovent le plus, les profs qui vont le plus loin dans l'innovation, c'est toujours, à quelques exceptions près, des profs qui aiment faire des cours normaux et qui aiment l'enseignement classique. C'est jamais des profs qui sont écœurés, dégoûtés et qui sont largués par l'enseignement académique ou qui dominent pas leur métier. Parce que quand des profs normaux ont des très grandes difficultés, ben surtout qu'ils n'aillent pas innover parce que ça va les enfoncer encore plus, les méthodes d'innovation. Si vous n'arrivez pas à intéresser des élèves en cours de maths, c'est pas en leur faisant des trucs interplanétaires avec des lunettes ou des objets, des fusées que vous allez y arriver. Il y avait une question là, je t'en prie. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de comparer, par exemple, entre un examen normal, enfin classique, et un examen où même ils font le cours? Est-ce qu'il y a une différence de moyenne? Je vais répondre, il n'y a aucune différence. D'accord. Ma méthode, elle est faite pour augmenter l'interactivité entre les élèves, développer des compétences. Nous, on passe en bloc compétences. Tous nos programmes sont passés en bloc compétences. Donc, on a défini des compétences, compétences d'interaction, communication, etc., prise de parole en public, tout en faisant des matières. Donc, la réponse, c'est que mes étudiants développent leurs compétences. Par contre, en niveau de connaissance, quand je regarde les résultats aux examens, eh bien, les premiers, ceux du milieu ou les derniers, c'est les mêmes, ça n'a rien changé. Si j'avais voulu
innover pour monter le niveau de mes élèves, monter leur moyenne, j'aurais pas fait ça. Donc nous, on a des filières avec beaucoup d'échecs. On a créé des innovations dont le but, il est de réduire les échecs aux examens. Eh bien, on a des méthodes différentes de ça. Donc il faut pas l'innovation, il faut qu'il y ait un but. Il y a un but qui intéresse les profs, je le dis aussi parce que ça me fait toujours rire, c'est on a créé beaucoup de méthodes d'évaluation, je n'ai pas parlé des évaluations, mais on a créé beaucoup de méthodes d'innovation en évaluation. Et par exemple, on a des méthodes qui diminuent par 5 le temps de correction des copies et qui sont plus efficaces que des méthodes classiques. Moi, j'ai diminué par 5 mon temps de correction de copie. Et j'ai des profs de finance qui ont créé des méthodes avec des cartes sur du contrôle continu, alors qu'ils passaient des heures et des week-ends à corriger des trucs toujours le même pour obtenir toujours à peu près les mêmes notes. Eh bien, en travaillant en innovation, en évaluation, ils se sont fait un plaisir d'évaluer des choses intéressantes et d'arrêter de souffrir en corrigeant des copies. Mais innover en évaluation, c'est très compliqué. Parce que des fois, le mode d'évaluation, il est imposé par l'établissement ou le diplôme, mais ça, on peut le faire quand même. Moi, mon évaluation, elle est imposée. Je suis dans une fac privée, mais mon diplôme, il est public. Donc mes évaluations sont publiques. Mais surtout, ce qui est important à comprendre, pourquoi c'est difficile d'innover en évaluation, c'est parce que l'évaluation, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Pour le prof, ça veut dire je contrôle. Pour l'élève, ça veut dire j'ai un but. Pour les parents, ce n'est pas votre cas ni le mien, ça veut dire j'ai une assurance, je vérifie que le prof et l'élève ils bossent bien. Et pour l'établissement, ça peut être le but, ça peut être le ranking, le niveau de performance. Et donc si vous avez l'élève, le prof, les parents, la famille et l'établissement qui ont 4 façons de voir l'utilité de l'évaluation, vous imaginez que si vous innovez en évaluation dans un sens, vous allez faire des déçus dans l'autre. Et donc, mais ceci dit, on pouvait pas il faut innover aussi en évaluation. Ok, je propose qu'on arrête la conférence maintenant. Merci encore Jean-Charles.